Du modus operandi de Denis Sassou Nguesso, de toujours évidemment instrumentaliser l'insécurité, créer un peu la déstabilisation pour en fait raffermir son pouvoir et puis continuer, voilà, pour ne pas être en face d'une population qui lui demandera des comptes. Mais vous savez, c'est un principe dans la tyrannie, hein, diviser pour mieux régner. Donc, Denis Sassou Nguesso a utilisé cette stratégie depuis Marien Ngouabi. Moi, je suis beaucoup jeune par rapport à nos responsables anciens, mais écoutez la vidéo de Pierre Anga. Hein, Pierre Anga explique très bien que avec le président Yobi Opango, il se questionnait sur l'indiscipline dans l'armée, le fait que certains ordres n'étaient pas respectés et autres. Mais au final, quand Pierre Anga va investiguer, il se rend compte qu'il y a le camarade de Denis qui n'est pas en symbiose avec les autres, qui fait semblant de dire oui devant le grand frère Yombi Opango, mais derrière, il donne des contre-ordres. Donc, le propre même de la tyrannie, c'est ça. Pour être sûr, je vous espionne, mais je demande à celui qui vous espionne d'être espionné lui-même, et ensuite on crée comme ça plusieurs chaînes. Et donc, on fait filtrer des messages. Voilà, c'est Moani le dit lui-même. Hein, comme ça, vous verrez qu'au Congo, Denis Sassou Nguesso reste le dénominateur commun, celui qu'on n'attaque pas, on ne l'attaque jamais. Et vous verrez même parmi les opposants, il se dit opposant, mais parce qu'il peut attaquer Christelle, Sassou Nguesso, il peut critiquer Mboulou, mais jamais on arrive euh, au chef de bande qui organise tout, qui dirige tout, qui décrète tout. Lui, on ne le touche pas. Et donc, et ça, c'est son génie. Il a réussi à mettre dans la tête des Congolais qu'il est la solution, alors même que je me tue à vous dire, c'est lui le problème, en fait. Souvent, on me demande, mais pourquoi ça ne marche pas, même si on change de ministre? J'ai dit, mais parce que ce n'est pas le ministre le problème. Le problème, c'est le président de la République. Il faut savoir qu'un gouvernement n'a pas le droit de mettre en place les conditions d'insécurité de son peuple. Le gouvernement protège son peuple. Et dès lors que vous dites qu'il y a des jeunes qui s'excitent et qui disent on attend ces Rwandais-là, il faut que le gouvernement de Brazzaville nous dise quel est son intérêt d'insister sur l'installation des Rwandais dans certaines zones du Congo. Que ce soit Oyo, hein. Oyo c'est le Congo, hein. Attention, hein. Ce n'est pas plus normal pour que les Rwandais prennent Oyo ou la Likwala au détriment du Poul ou du Niari. Non, les 342 000 km² est un territoire inaliénable. Le territoire national est inaliénable en droit. Quiconque tente d'aliéner le territoire national, soit-il le président de la République, commet une haute trahison et donc passible d'être arrêté et traduit devant la justice. Et donc, cette histoire des Rwandais qu'on veut forcément installer en République du Congo, alors même que les Congolais n'ont pas de travail, en plus, il faut savoir que, M. Perrin, lorsque vous avez cette insécurité croissante, lorsque vous avez des problèmes d'emploi, lorsque vous avez des problèmes de logement, on ne fait pas venir les immigrés. Regardez vous-même la politique d'immigration en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. On le déplore. Les propos tenus par le président tunisien sont des propos déplorables, mais regardez les conséquences. Dès lors qu'il a dit, les Sud-Sahariens veulent occuper notre pays, le grand remplacement. Vous avez vu ce qui s'est Évidemment, passé? mais c'est un peu l'hypothèse soutenue par les jeunes du pool qui disent, mais écoutez, nous on avait un projet d'agriculture, on a fait le projet, on a transmis, depuis là on attend des années et des années, on nous avait promis qu'on devrait financer ces projets, jamais financés, nous avons des terres ici que nous cultivons. Comment expliquer qu'on aille nous chercher des Rwandais qui viendront faire l'agriculture là où nous, même nous avons déjà manifesté l'envie de faire l'agriculture. Et c'est là qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. De grand remplacement. C'est la théorie du grand remplacement. Si le pouvoir persiste, ça veut dire que le pouvoir est dans une logique de grand remplacement et c'est criminel. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre Telar TV R7. Commémoration du 15e anniversaire de la mort de la fille du tyran Sassou Nguesso Edith Bongo, de défunte épouse, du feu Omar Bongo, ancien président de la République du Gabon. La cérémonie a eu lieu à Oyo,
le 14 mars dernier en présence des parlementaires congolais et des membres du gouvernement congolais. La cerise sur le gâteau, c'est la complicité affichée par l'Église catholique du Congo qui, dans son homélie, a surpris plus d'un Congolais parlant des dites Bongo qui auraient donné à sa famille, je dis bien à sa famille, pas aux Congolais, mais à sa famille, un temple pour louer le Seigneur. Suivez. Madame Edith Lucie Bongo, aujourd'hui, ta famille, tes amis et connaissances, ainsi que cette communauté que tu as aimée, jusqu'à lui offrir un temple pour la louange du Seigneur, te rendent hommage pour les 60 ans que tu aurais accomplis ce jour. Voilà qui traduit bien une relation incestueuse entre le régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso et l'Église catholique du Congo. Une relation qui interroge sur le rôle que joue l'Église catholique dans la dictature de Brazzaville, un pays qui se meurt, où les Congolais manquent de tout ou presque, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, l'éducation et la santé à terre, un réseau routier totalement délabré. Plus de 70% de la population congolaise vit au-dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour. Avec moi sur ce plateau, Didier Mouini-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo pour décrypter cette actualité marquée aussi par la commémoration de l'anniversaire, bien sûr, sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et bien sûr les autres assassinats. Donc les célébrations vont suivre les jours à venir. J'ai cité, bien sûr, l'assassinat du cardinal Émile Biayenda et du président Alphonse Massamba Deba. Au lendemain du décès du président, on assiste à une série d'exécutions et d'assassinats qui ressemblent étrangement à un nettoyage de témoins gênants, on va dire. Les présumés commanditaires, les présumés coupables sont arrêtés et exécutés sans réel jugement, on va dire. Les dernières personnes qui auraient adressé la parole à M. Marien Ngouabi disparaissent comme par magie. Parmi eux, le cardinal Émile Biayenda, qui aurait été l'une des dernières personnes à parler avec M. Marien Ngouabi, est enlevé puis assassiné. Le fils aîné de M. Marien Ngouabi, qui avait 14 ans à cette époque, sera assassiné des dizaines d'années plus tard. Autant vous dire qu'on plonge notre pied dans une histoire qui est très sombre et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Je vous préviens, il y a beaucoup de morts. En comparaison de la célébration, bien sûr, de la mort d'Edith Bongo Ondimba. Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau de TLR-TV R7. Hier, 18 mars 2024, les Congolais ont commémoré le 47e anniversaire de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Je vous propose de suivre un reportage relatif et vous pourriez réagir après. Suivez. Malgré la forte chaleur qui a prévalu, l'après-midi du 18 mars 2024, les membres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail se sont retrouvés en nombre considérable au mausolée Marien Ngouabi. Ce, à l'occasion du 47e anniversaire de la disparition de Marien Ngouabi, président de la République populaire du Congo entre 1968 et 1977 et président fondateur du PCT. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, patronant la cérémonie, a procédé au dépôt de la jette de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu, puis suivi du recueillement. Le même rituel a été exécuté par d'autres membres du dit parti. Pour Pierre Moussa, Marien Ngouabi reste un immortel. Décédé il y a 47 ans, les leçons laissées par Marien Ngouabi restent d'actualité. Cette journée a été commémorée sous le thème « Par le travail bien fait dans l'unité, la discipline et la cohésion », immortalisant à jamais la mémoire du camarade Marien Ngouabi, fondateur de notre grand et glorieux parti. Voilà, quel commentaire vous inspire ce reportage sur la commémoration du 47e anniversaire de l'assassinat du président Marien Ngouabi, une cérémonie aux couleurs du Parti congolais du travail alors que le président Marien Ngouabi est mort en pleine fonction? Mais écoutez, déjà, évidemment, nous rendons tous hommage au président Marien Ngouabi. Lorsque nous étions à l'école, moi j'ai connu l'école primaire sous Marien Ngouabi, nous étions les pionniers et les camarades.
Et donc, on se rappelle encore de tout ce qu'il a pu initier comme morale au Congo. Hein, le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti, en tout cas les 10 articles. Vous avez une très bonne mémoire, Didier Voilà. Mouini-Volo. Bon, mais ça a été des très belles années de notre vie, même si, voilà, c'était le monopartisme, mais c'était le monopartisme d'une autre époque. Parce que, attention, aujourd'hui, nous parlons de la démocratie, mais on peut vivre dans un système monopartiste dès lors que le pouvoir s'occupe des populations. Que veut le peuple? Le peuple veut le bien-être. Et Marien Ngouabi avait ce souci-là du bien-être du peuple. Aujourd'hui, les Congolais sont... Comment peut-on dire ça? Les Congolais sont admiratifs de ce que font les militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais, pardon, mais vous n'avez pas... Les gens ont oublié Marien Ngouabi, un des premiers présidents, ou peut-être le premier président, à recadrer un ambassadeur occidental et notamment un ambassadeur français en Afrique noire, s'appelle Marien Ngouabi. Et nos parents, moi je n'étais pas là, mais nos parents nous racontaient cette histoire où Marien Ngouabi avait fait un discours tellement dur au point où l'ambassadeur de France a dû quitter l'événement et est parti. Sous Marien Ngouabi, le Congo était respecté. Sous Marien Ngouabi, les pays voisins craignaient les militaires congolais. D'ailleurs, Mobutu Sese Seko Kutuenzo Wazabanga, paix à son âme, les parents nous racontaient aussi que Mobutu disait à Marien Ngouabi combien il était admiratif des militaires congolais. Il disait à Ngouabi comment tu arrives à dormir tranquillement avec des militaires aussi bien formés comme les Diawara, comme les Ikoko, mais même comme les Yombi Opango ou encore les Kikadidi. Donc voilà, donc nous avions eu sous Marien Ngouabi un État qui était respecté. Et puisque vous me posez la question, on ne peut que être triste de voir cet hommage bâclé à un grand président comme l'a été Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a quand même dirigé le Congo pendant 8 ans. Marien Ngouabi a quand même créé ce grand parti, même si on est contre l'idéologie du PCT et le comportement du PCT au pouvoir aujourd'hui, mais Marien Ngouabi a quand même créé ce grand parti qu'on appelle le Parti congolais du travail. Marien Ngouabi, ce n'est pas une goutte d'eau ou une feuille de papier dans l'histoire générale du Congo. Marien Ngouabi, c'est quand même lui qui amène Denis Sassou Nguesso dans l'armée. C'est lui qui, en tout cas, le grand maître de Denis Sassou Nguesso s'appelle Marien Ngouabi. Et donc, quand on évidemment, voit l'hommage... c'est bien son mentor, c'est le mentor de Sassou Nguesso. Et il a toujours dit qu'il était le fidèle continuateur, en fait. Mais bien sûr, mais au début de ses mandats en 1979, quand Sassou arrive au pouvoir, il n'arrêtait pas de citer Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a été un modèle pour Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, pourquoi? D'ailleurs, c'est pour cela que Denis Sassou Nguesso lui a offert un mausolée. Hein, c'est quand même le premier président au Congo d'avoir un mausolée. Et donc, de voir... Oui, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce volte-face finalement? Là, il n'était pas là, il n'était pas présent. Et tout à l'heure, on va voir où le reportage qu'on a proposé d'entrée de jeu, il est là pour célébrer, bien sûr, la mort de sa fille. Mais lorsqu'il s'agit de célébrer donc l'assassinat ou la mort d'un président de la République mort en pleine fonction, là, Sassou Nguesso n'est pas présent. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement ce volte-face? Mais je pense que l'élève s'est affranchi du maître, de l'idéologie du maître, donc il a créé sa propre obédience, il a créé sa propre église, donc il n'a plus besoin de l'église du maître, mais à contrario, il utilise quand même le temple du maître, qui est le PCT, hein, qu'il continue toujours à utiliser. S'il en avait les moyens, il allait peut-être aussi changer de parti politique ou changer le nom du PCT. Mais il faut quand même savoir que demain, au Congo, il faut que nous puissions célébrer tous les présidents qui ont dirigé le Congo et a fortiori Marien Ngouabi. Marien Ngouabi doit être dignement célébré par les Congolais, que ça, surtout le jour de sa mort. Vous savez comment ça a été qualifié en 1977? Le jour du sacrifice suprême. C'est-à-dire que cet homme qui a tant aimé son pays, qui a tant aimé son peuple, s'est sacrifié, est mort parce qu'il a voulu défendre le pays. Et qui disait d'ailleurs, si votre pays est trop sale, il faut le laver avec son sang. Exactement, exactement. Donc, moi, je pense que le 18 mars aurait dû être une commémoration nationale dans toutes les églises, dans toutes les écoles, 1 minute de silence,
Voilà, parce que le 18 mars, j'étais encore tout gamin à l'école primaire, mais on se souvient encore que ça a été un événement d'une rare tristesse au Congo. Et donc, ce jour devait être célébré avec beaucoup de prières, avec beaucoup de calme, beaucoup de dignité et beaucoup de réflexion et de prières. Monsieur Perrin, je vais vous rappeler une chose. C'est d'autant encore, c'est encore plus triste quand on voit que au Congo, le gouvernement célèbre des Brazza. Hein, vous imaginez, donc on parlait de la fille du président, mais surtout, on peut dire que la fille du président, c'est notre sœur, c'est notre cousine, mais le pouvoir de Denis Sassou Oui, mais Nguesso, elle n'avait aucun statut au niveau de l'État, donc on en va y dehors d'être arriver. la fille du président. Oui, mais je vais y arriver. Déjà, au Congo, on célèbre un colonisateur, c'est-à-dire celui qui a pillé le Congo, qui a contribué au pillage du Congo, celui qui a maltraité nos parents, a maltraité même le roi Makoko. Je suis un ancien étudiant du département d'histoire. Nous avons étudié des textes autour des relations entre des Brazza et le roi Makoko. Ce n'étaient pas des relations faciles et des Brazza allaient parfois jusqu'à brutaliser le roi Makoko. Donc, comment voulez-vous honorer une telle personne et ne pas honorer, par exemple, nos rois, les rois Congo, Teke, Luango, ou honorer les grands chefs du nord du Congo et honorer Mariam Gwabi, honorer Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïda, vous l'avez dit, paix à leurs âmes. Mais si nous voulons créer, vous savez, l'histoire nationale, c'est une création. Donc, c'est une construction. Et donc, si nous voulons construire cette histoire nationale, il faut que nous puissions convoquer à la table de l'histoire les grands chefs que nous avons connus, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Kakamoueka. Or, qu'est-ce qui se passe, comme vous dites vous-même? On a créé comme ça un détournement de la pensée et un détournement de la mythologie où les membres de la famille présidentielle vont constituer les mythes nationaux. Donc, le cimetière familial devient le cimetière national et voire même international, puisqu'on invite parfois même des personnalités étrangères. Les morts de la famille présidentielle sont devenus les saints et les saintes de la République, de la nation. Et quand vous écoutez l'homélie du prêtre, mais écoutez, évidemment, que l'on puisse demander une prière pour un membre de la famille qui nous a quittés, ça fait partie de nos traditions aujourd'hui, même si nous ne sommes pas de tradition chrétienne, nous ne sommes pas des traditions catholiques. Mais depuis la pénétration de l'Occident en Afrique, nous sommes devenus donc des chrétiens catholiques ou protestants. Donc, demander une messe à la mémoire des disparus, c'est tout à fait normal. Mais de faire de ça un événement où on vient vous dire que telle personne a donné une église à sa famille et à sa communauté, alors que nous pensions jusqu'aujourd'hui que l'église appartenait soit à l'État, soit au Vatican. Or, on apprend que des individus peuvent construire des églises au Congo et les offrir à la famille, à la tribu et au village. Ce n'est même pas une église offerte. Dans 2 matins, on nous parlera de la Sainte Édith, probablement. C'est possible, mais le plus dramatique dans ça, c'est qu'on découvre une fois de plus l'avion présidentiel, mais l'ambassadrice de France dit que c'était au nom de quelqu'un, et on découvre que l'église d'Oyo, en fait, ce n'est pas une église qui appartient à l'archevêché du Congo. C'est une église qui n'appartient pas au Vatican. C'est un cadeau d'un individu à une famille ou à un clan. Denis Sassou Nguesso vient là de concrétiser le projet de sa fille, feu Edith Lucie Bongo Ondimba, qui avait promis de doter la paroisse d'Oyo d'un temple qui aspire à l'ère du temps. D'une capacité d'accueil de 700 places assises, la cérémonie de son inauguration et de sa consécration ce 10 mars 2019 coïncide avec le jour de la naissance de l'ancienne première dame du Gabon. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est vraiment... En fait, dans cette commémoration, autant cette famille a le droit de commémorer ses morts, comme toutes les familles le font, mais ce qui est gênant, c'est cet inceste, comme vous l'avez dit, c'est cet inceste entre cette famille et l'Église catholique, peut-être avec la bénédiction du Vatican, parce que si le Vatican n'est pas d'accord avec tout ça, à aucun moment on a entendu ces prêtres-là être sanctionnés. Le pape François, ça se serait passé ailleurs, j'imagine en France, un prêtre qui célèbre une messe et puis qui félicite comme ça la famille du président ou du premier ministre ou de n'importe quel homme politique ou un homme du monde des affaires ou une femme d'ailleurs, ce prêtre serait sanctionné. Donc, il y a une relation tellement
incestuelle et incestueuse au Congo entre le pouvoir central, le pouvoir de Brazzaville ou cette famille et les autres institutions comme l'Église, mais c'est gênant. C'est ça qui est quand même dommage, c'est ça qui est quand même gênant. Et donc, je pense que l'Église catholique au Congo ou toutes les églises du Congo doivent revoir leur comportement vis-à-vis d'un pouvoir tyrannique. Lorsque le pouvoir se tyrannise de plus en plus, l'Église doit se lever pour protéger les âmes, pour protéger le peuple qui souffre. Le Christ Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour les puissants. Il le dit lui-même dans ses saintes écritures. Il n'est pas venu pour les riches. Il a bien dit, soyez comme les enfants, car le royaume de Dieu vous appartient. Les riches ne pourront pas rentrer au pouvoir. Ce n'est pas grave si vous êtes faible, mais dans les cieux, il n'y a ni fort ni faible, on est tous égaux. Donc, et voilà que cette Église viole même les Écritures saintes, viole le sacerdoce. L'Église catholique au Congo viole le sacerdoce au profit de quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, au profit déjà du pouvoir, mais pour quel bénéfice? Quand on voit le comportement... C'est là que je voulais un peu savoir avec vous, lorsque l'Église agit de la sorte, quel est le message finalement envoyé auprès des fidèles, j'allais dire, les chrétiens, qui suivent ce genre de cérémonie, par exemple? Est-ce pour valider ou faire passer le message comme quoi on peut vivre, on peut côtoyer, on peut collaborer avec un régime tyrannique sans problème et tout ça, Dieu le permet, c'est ça? Alors, Monsieur Perrin, vous vous souvenez des relations qui ont existé entre l'Église catholique en Amérique latine et les dictatures en Amérique latine. Et d'ailleurs, Pinochet, qui a été un des plus grands dictateurs en Amérique latine, était très adoré par l'Église catholique. Je crois même que le pape, je ne sais pas si c'est Jean-Paul II qui l'a rendu visite, mais aujourd'hui, ça reste une tâche indélébile dans l'histoire de l'Église catholique. Mais en dehors de ces faits, on se rappelle encore de ces vidéos où le général Ndengue, directeur général de la police, avec un corps de prélat chez lui en train de manger et il y a un qui se lève pour faire un discours. Mais ce mélange entre le directeur général de la police et les prêtres, qu'est-ce que ça vient renvoyer? Que l'Église catholique il n'est pas seulement, général de la police, pardon. Il n'est pas seulement général de la police, c'est un criminel recherché par les tribunaux internationaux. Tout à fait, parce qu'il est impliqué dans certains crimes contre l'humanité au Congo. Je crois que si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, il a dû faire de la garde à vue ou de la détention provisoire en France, libéré à 4 heures du matin suite à un coup de fil, je ne sais plus si c'était de l'Élysée ou de quelle autorité française. Mais n'empêche que l'Église a abandonné le sacerdoce au Congo-Brazzaville. L'Église a abandonné le message laissé par le Christ pour se ranger du côté de ceux qui sont en train de tuer le pays, comme on le dit, de se ranger auprès des criminels. Et d'ailleurs, un des départements les plus religieux du Congo, qui est le département du Poul, a été détruit totalement avec un amiral Okemba, pour ne pas le citer, qui vous dit on a bombardé le Poul, le ciel n'est pas tombé, mais l'Église n'a jamais condamné ces prises de parole. L'Église n'a jamais... Regardez tout récemment, voilà, ils vont manger chez Ndengue, ils vont célébrer à Oyo, et à aucun moment l'Église n'a fait de prière pour ces pauvres citoyens qui sont morts au commissariat de Bakongo ou de Makelekele. Je ne me souviens plus, il y a eu 15 personnes quand même qui ont été arrêtées, placées, bon, c'est moi qui dis, placées en garde à vue, mais on ne sait pas pourquoi ils ont été arrêtés, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et le lendemain matin, attroupement, pourquoi? Parce qu'ils sont morts, mais à aucun moment, les dimanches à l'église, on entend les prêtres penser à ces pauvres personnes qui souffrent et qui meurent dans des commissariats de police. Il y a eu Chakona, il y a eu le stade d'Ornano. Moi, ces prêtres, pourquoi ils n'auraient pas fait des messes en mémoire de nos enfants, de nos frères, de nos amis qui sont morts au stade d'Ornano juste parce qu'ils cherchaient à avoir un emploi et vivre dignement. Donc, l'Église catholique au Congo est en train de se discréditer. Et peut-être aussi avec elle, toutes les autres églises. Bon, on met l'Église catholique en avant parce que je pense que l'Église catholique doit être la première église au Congo, mais cette église ne montre pas d'exemple. Ne serait-ce qu'en termes d'incarner l'espoir. L'espoir de l'Église au Congo, c'est de copiner avec le pouvoir en place et non pas
de porter le message du Christ. Le message du Christ est un message de courage. Le pape Jean-Paul II, qui a été le grand instigateur de la chute du mur de Berlin, avait tendance à dire aux prêtres, n'ayez pas peur. Ça, c'est la phrase, hein, texto, c'est la phrase de Jean-Paul II. Quand les prêtres lui disaient, mais nous avons peur du bloc communiste, et il les répétait, n'ayez pas peur. Un sacerdoce n'a pas peur. Il dit, son arme, c'est la parole. On ne demande pas aux prêtres de prendre les armes contre le pouvoir. Personne n'a envie de prendre les armes contre le pouvoir, mais au moins de condamner certains comportements qui se passent à Brazzaville. Quand on fait le parallèle, les événements pour célébrer les morts de la famille Sassou, dont sa première fille, les événements pour célébrer Debraza, un colonisateur, et la façon dont on célèbre Marien Ngouabi, on fait de Marien Ngouabi un petit chef de section ou de sous-section du PCT, alors que Marien Ngouabi a été un président du Congo. Donc, il a droit à des honneurs, à une célébration nationale, pas une célébration partisane de quelques membres du PCT, c'est tout. Et aucun ministre du gouvernement qui se présente, mais surtout le président de la République, parce que Ngouabi était président. Ce n'est que le troisième président. Et voilà, donc, alors, comment comprendre cela, disons, cette attitude où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il préfère célébrer des Brazza, et bon, aujourd'hui, on a vu comment il célèbre la mort de sa fille, et dans le même temps, les hautes personnalités qui ont servi le Congo, nous, quand on était encore jeunes, on entendait parler de Mabiala Manganga, on entendait parler des Bachua, on entendait parler de Fulbert Youlou, ben voilà, le président Massamba Deba qui a été voilà, assassiné. Et il y a eu... Quant à ces personnes-là, c'est vraiment sans intérêt, c'est-à-dire pour Denis Sassou Nguesso, ces personnes-là n'existent pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Politiquement parlant, est-ce qu'il y a une explication? Mais bien sûr, bien sûr. Alors, nous sommes en sciences humaines et sciences sociales, donc on peut aller par hypothèse. Mais après, le rejet carrément de l'autre, le rejet des autres. Le rejet des autres, oui, mais c'est surtout que Sassou a toujours regretté de ne pas être le premier président du Congo, de ne pas être celui qui a obtenu l'indépendance du Congo. Et donc, il voue une... Mais c'est très psychologique, hein, il voue une jalousie et une haine vis-à-vis de tous ceux qui l'ont précédé. Et donc, je vous ai dit qu'il veut réinventer l'histoire du Congo. Et c'est pour cela qu'il essaie d'effacer comme ça les traces de tous ceux qui l'ont précédé. Demandez aux jeunes Congolais, c'était qui Mabiala Manganga? Mais Mabiala Manganga a été le grand résistant au Congo hein, face à la pénétration coloniale. On a connu peut-être plusieurs résistants, mais un des plus grands, c'est Mabiala Manganga. Et Mabiala Manganga, en fait, si l'Égypte, et je vous donne les faits historiques, si l'Égypte n'est pas devenue une colonie française, c'est grâce ou à cause, hein, on peut choisir, c'est grâce ou à cause de Mabiala Manganga. Parce qu'il y a une course vers la fin du 19e siècle, il y a une course à la colonisation entre la France et la Grande-Bretagne, et chacun veut créer un empire colonial en Afrique. Et donc, chacun d'eux veut arriver le plus vite possible à Fashoda. Le commandant Marchand, hein, le stade Marchand, la gare de Marchand, le commandant Marchand, qui est mandaté par le gouvernement français pour aller occuper l'Égypte, n'avait pas d'autre choix que de passer par la route de Mindouli, remonter par le nord, traverser la Centrafrique, déboucher au Tchad et descendre vers l'Égypte. Sauf qu'il a pris beaucoup de retard parce que Mabiala Manganga ne voulait pas le laisser passer. Il ne comprenait pas cette expédition qui venait là. Et c'est comme ça que, je crois, les Anglais arrivent les premiers à Fashoda et occupent l'Égypte. Et donc, Mabiala Manganga, c'est quelqu'un qui s'est réellement opposé à la pénétration coloniale française en Afrique centrale et notamment au Congo. Donc, vous n'avez pas... Donc, quand je vous dis que Sassou veut réinventer l'histoire du Congo, c'est que vous n'avez pas de rue Mabiala Manganga, ni Maluango, ni... comment on appelle ça? Makoko, oui. Peut-être que ça existe. Ni des grands noms comme les Tembe Ombili, comme Jacques Opango. En France, vous avez bien des places qui s'appellent Jean-Jacques Rousseau ou Victor Hugo, et ainsi de suite. Donc les Tembe Ombili,
Vous n'avez pas des places, des rues ou des avenues qui portent les noms, des grands noms des personnes du Nord, mais vous avez des boulevards Claudia Sassou Nguesso. Vous avez des rues qui Boulevard ont... Jean-Dominique Okemba, et Voilà, des ainsi de avenues suite. Jean-Dominique Mais Okemba. Et donc, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il est aussi dans la logique finalement d'un empire, puisque et ça semble échapper encore à beaucoup de Congolais. Depuis un certain moment, on a commencé à l'appeler par Monsieur l'Empereur. Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique où il a peut-être déjà fait du Congo un empire? Se concentrer juste dans son milieu, dans sa famille. mais vous savez, je disais tout à l'heure qu'il regrette d'être arrivé après jusqu'à Yomi au Pango, hein, puisque vous avez eu quand même plusieurs présidents avant lui. Il regrette, en fait, il a toujours rêvé d'être le primo inter pares, toujours le premier, le premier. D'ailleurs, quand il fait cette biographie tronquée, il dit que s'il n'a pas bien réussi à l'école parce qu'il y avait, comment il appelle ça, de la discrimination, il a été discriminé à l'école. Alors, je peux vous rassurer tout de suite, l'école coloniale n'était pas discriminatoire. Hein. Avec le colonisateur, il n'y avait pas de discrimination, surtout que le colonisateur a dû maltraiter nos arrière-grands-parents pour pousser les enfants à aller à l'école. Donc, il réinvente une histoire où, il espère qu'au bout d'un siècle, de 2 siècles, les gens se rappelleront de la famille Sassou Nguesso, mais auront oublié les familles Yomi, les familles Tchitchélé, les familles Gwabi, les familles Youlou, Massamba Deba, Lissouba, en passant. Donc, toutes ces familles seront oubliées. Et d'ailleurs, sa stratégie est tellement bien pensée, bien réfléchie, qu'il essaye de récupérer tous les enfants des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens leaders politiques, pour les mettre sous le joug de ses enfants, pour mieux les effacer aussi. Comme ça, c'est pour cela aussi que vous verrez et aussi les enfants de ses victimes. Mais les enfants de ces victimes. Donc, c'est une stratégie qui est bien huilée, qui est bien manœuvrée, mais attention, tout ça, qui paye les frais? C'est le peuple congolais. Attention, dans nos débats, dans nos récits, n'oublions pas que les premières victimes de toute cette machination despotique, tyrannique, c'est toujours le peuple congolais. En 1997, je disais déjà aux amis, quand j'étais encore étudiant au département de politique internationale, j'ai dit, ce n'est pas l'Issouba qui perd le pouvoir seulement. Ce n'est pas l'UPADS qui perd le pouvoir seulement. C'est surtout le Congo et le peuple congolais qui perd un modèle qui le sécurisait. Le grand perdant de toute cette histoire de 1997, c'est surtout et avant tout le Congo et le peuple congolais, et on voit la misère dans laquelle le peuple vit aujourd'hui. Et donc, si nous sommes pour ce peuple-là, il faut qu'on s'en occupe. Évidemment, vous parlez déjà du pouvoir perdu de Pascal Lissouba, pas que, mais c'est toute une démocratie qui a été braquée, décapitée. Venons-en donc à l'insécurité galopante et généralisée au Congo-Brazzaville. Vous avez probablement suivi les propos d'un député du régime, Sassou Nguesso, qui tirait la sonnette d'alarme. Il s'agit ici d'Idever Moigny, qui fait à révéler un certain nombre de choses où il a dit ils ont créé l'insécurité sous l'Issouba, en fait des actes terroristes, s'il faut le dire, et puis l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, question de rendre un peu le pays ingouvernable. Et ils ont réussi, puisqu'après s'en est suivi le coup d'État du 5 juin 1997. Mais il dit également, actuellement, l'insécurité est généralisée au Congo-Brazzaville, les galopantes, et plus personne n'est à l'abri. Quelle lecture peut-on faire de ce message qui, à mon avis, n'a pas été mis en ligne comme le pensent certains, par erreur. Mais je crois que c'est fait exprès et il doit avoir un message à envoyer aux Congolais. Quelle lecture faites-vous de ces propos? Est-ce que ce message a été envoyé par erreur? Je ne pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Parce que je suis quand même dans plusieurs forums WhatsApp où j'échange avec beaucoup de Congolais, les forums dans lesquels beaucoup de Congolais mettent de l'information pour solliciter les analyses
des uns des autres, comment mes analyses peuvent être un appui pour certains, comment leurs analyses aussi peuvent me permettre de comprendre telle ou telle situation. Et c'est ça la magie hein, des GAFA aujourd'hui, c'est que ça permet à un grand nombre de gens d'échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord. Maintenant, par rapport à ce monsieur Mohani, je pense que déjà, peut-être pour la jeune génération, comme on dit, il apporte une information, mais surtout, monsieur Perrin, il apporte une confirmation essentielle. Il explique qu'il est acteur, un des premiers acteurs dans la mission terroriste, parce que les actions dont décrit M. Mohani, moi j'aimerais bien que les dignitaires du pouvoir de Sassou Nguesso et les membres du PCT puissent nous dire si M. X ou M. Mohani refait les mêmes choses aujourd'hui, quel sort on va lui réserver. En fait, les sciences sociales, ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Nous, dans les sciences sociales, on analyse les faits. Vous avez même des laboratoires des sciences sociales. C'est-à-dire, répétant le même exercice, demandons à M. Mohani de recommencer la même chose avec Denis Sassou Nguesso au pouvoir, avec le PCT au pouvoir, et nous allons voir le résultat. Je vous apprends rien, M. Perrin, je vous dis juste que le général Ndengue, directeur de la police, est allé menacer de mort les gens qui manifestaient en Kaï parce qu'ils avaient faim. Les vidéos existent. Vous avez une insécurité croissante à Brazzaville. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'arrêter les gens de temps en temps. Donc, qu'est-ce que ce monsieur vient nous confirmer à la jeune génération? C'est qu'en 97, les gangsters, les terroristes, c'était nous. Donc, on a posé des actes terroristes sous l'Issouba. Et ce monsieur est content de le dire aujourd'hui, de dire qu'ils étaient parmi ceux qui tuaient les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 97? Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment rare de voir mais une personne comme celle-là s'afficher en public et avouer ses crimes contre l'humanité. Mais M. Perrin, quand nous expliquions cela il y a quelques années, on nous traitait des ennemis du pouvoir. Maintenant, vous savez, maintenant eux-mêmes, ils sont obligés de l'avouer. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut laisser le temps. Dans les sciences sociales, on laisse le temps au temps. C'est-à-dire que ces gens-là qui commencent à avouer, mais il n'est pas le premier. Vous avez un candidat à l'élection présidentielle de 2016 qui est aujourd'hui en prison, qui lui-même est venu avouer sur la place de Paris que le seul président démocrate et vraiment apôtre de la paix au Congo, c'est Pascal Lissouba. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Okombi Salissa qui le dit. Regardez les vidéos sur Zengamambu, sur Brazza News de Okombi Salissa quand il a divorcé avec le pouvoir de Sassou. Il reconnaît que ce que Mourani est en train de dire, mais il y a quelques années, c'est Okombi Salissa qui l'avait dit. Okombi Salissa dit même qu'au PCT, ils étaient étonnés, mais vraiment étonnés de constater que Pascal Lissouba et l'UPADES perdent le pouvoir et ils ne tentent rien pour le récupérer par les armes. Le reconquérir, oui, par les armes. Le reconquérir et Okombi Salissa tire la conclusion selon laquelle, mais finalement, Lissouba, c'est vraiment un apôtre de la paix. Un président qui perd le pouvoir par les armes, mais tout de suite, il cherche des partenaires pour reconquérir son pouvoir par les armes. Or, Lissouba n'a jamais rien fait. Donner un seul événement de 1997 jusqu'à la mort du président professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, où il a essayé de reprendre le pouvoir par les armes. Zéro. Alors que c'est ce que Denis Sassou Nguesso a fait après avoir perdu le pouvoir. Mais c'est ce que Mourani explique. Voilà. Une fois qu'ils ont perdu, ils ont tout fait, quitte à créer de l'insécurité. Sans revenir aux événements de 1997. Qu'est-ce qui se passe avant 1997? Vous avez des assassinats à Gamboma, des vols d'armes au commissariat de Gamboma, surtout au Wando. Owando était le terrain de chasse privilégié de ces gens-là. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'on peut dire du 5 juin, c'était arrêter ces fameux terroristes, peut-être que Mourani était parmi eux, qui s'étaient cachés dans la maison de Sassou Ampila. C'était tout. C'est-à-dire, c'est pour cela aussi que les gens pensent que Pascal Lissouba avait mal préparé la guerre. C'est faux. Le 5 juin 1997, la police s'est rendue pour arrêter des terroristes. Point.
Et donc, c'est le prétexte qu'eux, ils cherchaient pour déclencher une guerre civile et le coup d'État. Et comme ils avaient des appuis internationaux et de certaines grandes puissances, eh ben, la machine est partie. Et comme au sein de l'UPADS et du pouvoir, il y avait des traîtres, il ne faut pas oublier qu'une personne comme Mounari a ramené au sein du pouvoir de l'Issouba Arlette Nono Soudan, qu'on nous dit aujourd'hui qui est la nièce directe du président Sassou Nguesso. Et puis M. Mbéry Martin, il n'y a pas longtemps, il a lui-même avoué que lorsqu'il était au gouvernement, il prenait ses ordres à Oyo auprès de Sassou Nguesso. Donc vous voyez bien que, bon, nous qui étions des militants de l'UPADS à l'époque, ça c'est des choses, on s'en doutait. Mais aujourd'hui, un à un, ils dévoilent eux-mêmes ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, oui, mais alors, pour revenir à monsieur, juste pour terminer, oui, pour M. Mourani, il a avoué des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc, il a avoué qu'il a eu une action terroriste à un moment de sa vie. Il appartient à M. Okongakala, procureur de la République, de se saisir de ce dossier. Le reste, je ne vais pas plus loin puisque M. Okongakala est procureur de la République. Il connaît son travail, il a étudié le droit, il sait ce qu'il a à faire. Lorsque quelqu'un avoue lui-même ses crimes, la justice doit passer. Et c'est ce que les Congolais attendent. Parce que n'oublions pas que, à la suite de cette guerre, beaucoup de familles ont été meurtries, au nord comme au sud. Hein, je ne suis pas en train de parler de tel. Hein, oui, les traumatismes existent encore jusqu'aujourd'hui. Les Congolais, peu importe là où il habite, qu'il habite Oyo ou il habite Pointe-Noire, il y a encore des traumatismes. Et d'ailleurs, c'est sur ces traumatismes que le pouvoir de Sassou joue pour s'enrichir, pour se sucrer. Et dès lors que les populations revendiquent les retraites, ah non, nous préférons la paix. Dès lors que les étudiants demandent leur bourse, ah non, pas d'agitation, nous sommes pour la paix. Mais la paix ne veut pas dire avoir l'estomac vide. Donc, M. Mourani est venu confirmer ce que nous disons depuis longtemps. Pour moi, c'est un non-événement. Ce qui reste pour les Congolais, c'est que la justice passe, que le procureur puisse le placer en garde à vue pour qu'il soit auditionné et qu'il explique ce qui s'est passé, quel a été son rôle personnel, mais qui étaient ses amis d'infortune ou ses complices. Oui, mais quelle lecture faites-vous de l'insécurité galopante et généralisée actuellement au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est toujours dans le cadre, bien sûr, de maintenir le pays dans la terreur pour empêcher, évidemment, les gens de commencer à réfléchir que faire pour se libérer de ce régime, ou bien c'est quelque chose qui annonce peut-être d'autres événements à venir? Alors, soyons sûrs. Lorsque Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir pour la première fois, le Congo compte environ 1 200 000, 1 300 000 habitants. Et Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il connaît à peu près 2 booms pétroliers. C'est-à-dire avec un seul boom pétrolier, vous avez 1 500 000 habitants, vous n'avez plus de chômeurs, vous n'avez plus de pauvres. L'exemple, c'est Dubaï. Il faut voir comment l'argent du pétrole et du gaz est redistribué comment on appelle, aux Émirats de Dubaï. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'exclamation du président Mariam Ngouabi avant son assassinat, qui se demandait, mais avec l'argent du pétrole, le boom pétrolier, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que, bon, il était déjà dans la perspective d'importer la main-d'œuvre. Mais tout à fait. Donc, il y a des exemples qui existent. Hein. En Libye, par exemple, quelqu'un qui terminait ses études, c'est l'État qui lui donnait une maison. Mais ça, c'était des projets au Congo aussi. C'est-à-dire que dès qu'un enfant naissait, il avait 30 000 francs CFA. Les parents recevaient 30 000 francs CFA d'allocation familiale pour s'occuper de cet enfant-là. Toute personne qui terminait ses études, il avait un emploi, peu importe le secteur, et il avait un logement, tellement qu'il y a de l'argent. Donc, si Sassou n'a pas pu diriger un pays d'1 200 000 jusqu'à 1 600 000 habitants avec tous les milliards qu'on a eu, 2 booms pétroliers, comment voulez-vous qu'il soit en capacité de diriger, d'organiser, d'anticiper, de prévoir pour 5 millions, 6 millions d'habitants? Faites ce que vous voulez, il ne pourra pas. Donc, une part de l'insécurité vient d'abord de l'incompétence du pouvoir à maîtriser les enjeux sociétaux. Lorsque vous avez un pouvoir qui n'est pas capable de maîtriser la gestion économique, le patrimoine national et les finances publiques, lorsque vous avez un pouvoir qui est incapable de développer les politiques sociales pour protéger les plus fragiles, protéger les citoyens et les politiques publiques pour créer des entreprises et de l'emploi, faites ce que vous voulez, ils n'arriveront plus. Mais en même temps, ils instrumentalisent cette insécurité. Face à leur incompétence,
gérer le pays. Et ils ont besoin de l'insécurité pour faire peur aux gens. Le phénomène des bébés noirs, c'est une stratégie gouvernementale. Et d'ailleurs, pourquoi Mouani sort? Je fais une hypothèse. La dernière fois que je suis passé sur votre chaîne, M. Perrin, qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque le pouvoir despotique et tyrannique repose sur la famille et le clan, en termes anthropologiques, le clan qui est d'ailleurs minoritaire, ce clan n'est plus à un moment donné ne sera pas en capacité de tout gérer, va faire appel à des renforts. Mais les renforts stratégiques, c'est qui? Ce ne sont pas des Congolais, mais ce sont plutôt les étrangers, les Rwandais, les Camerounais, les Ivoiriens. On a parlé des gens nommés dans des postes. Donc, vous avez comme ça, même dans ce groupe qu'on appelle Boshi, dans ce groupe qu'on appelle du Nord, les gens qui sont de plus en plus délaissés au profit des étrangers. Écoutez le nombre de vidéos des Moshi en Moshi contre cette femme qu'on appelle Françoise Joly. Écoutez le nombre d'audios en Moshi contre Ndengue ou contre Zéphirin Boulou. Moi, j'ai même sur certains forums, ils mettent des audios en Moshi en disant Bere Kondi Moro Soussou. Manière de dire que ça se donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, il n'arrive plus. Parce qu'on alterne en lingala, en Moshi et en français. Et moi, mes amis d'enfance sont tous, dans la plupart des cas, sont tous des Mboshi. Donc, je comprends un peu. Quand vous mettez du Mboshi, de lingala et du français, à coup sûr, je vais comprendre 80% de ce que vous dites. Et donc, il y a de plus en plus d'audios comme ça qui demandent à ce que le pouvoir change de main. Ça reste au PCT, mais on trouve une autre personne parce que là, le président est débordé. Et ce président qui comprend que même dans la grande famille Mboshi, il ne peut plus compter sur tout le monde, il appelle les étrangers. Et puisque les étrangers viennent, même dans le groupe Mboshi, il y a des mécontents. Et d'où les sorties des gens comme le Mouani qui étaient dans le grand cercle, dans le cercle restreint, avec tout ce qu'il explique, et il sent que les choses lui échappent aussi. Et donc, demain matin, il connaîtra la misère ou l'infortune comme les autres l'ont connu. D'où, parfois, ces genres de sorties pour dire aux autres, oh là là, attention, on est là, on est encore là, donc faut pas nous lâcher, faut pas nous abandonner. Et donc, cette insécurité vient expliquer, mais vraiment, beaucoup de choses, mais je reviens toujours au dénominateur commun. Est-ce que ce n'est pas non plus dans le cas, par exemple, du modus operandi de Denis Sassou Nguesso, de toujours, évidemment, instrumentaliser l'insécurité, créer un peu la déstabilisation pour, en fait, raffermir son pouvoir et puis continuer, voilà, pour ne pas être en face d'une population qui lui demandera des comptes. Mais vous savez, c'est un principe dans la tyrannie, hein, diviser pour mieux régner. Donc, Denis Sassou Nguesso a utilisé cette stratégie depuis Marien Ngouabi. Moi, je suis beaucoup jeune par rapport à nos responsables anciens, mais écoutez la vidéo de Pierre Anga. Pierre Anga explique très bien que avec le président Yobi Opango, il se questionnait sur l'indiscipline dans l'armée, le fait que certains ordres n'étaient pas respectés et autres. Mais au final, quand Pierre Anga va investiguer, il se rend compte qu'il y a le camarade de Denis qui n'est pas en symbiose avec les autres, qui fait semblant de dire oui devant le grand frère Yombi Opango, mais derrière, il donne des contre-ordres. Donc, le propre même de la tyrannie, c'est ça. Pour être sûr, je vous espionne, mais je demande à celui qui vous espionne d'être espionné lui-même, et ensuite on crée comme ça plusieurs chaînes. Et donc, on fait filtrer des messages. Voilà. Mouani le dit lui-même. Hein. Comme ça, vous verrez qu'au Congo, Denis Sassou Nguesso reste le dénominateur commun. Celui qu'on n'attaque pas, on ne l'attaque jamais. Et vous verrez même parmi les opposants, il se dit opposant, mais parce qu'il peut attaquer Christelle, Sassou Nguesso, il peut critiquer Mboulou, mais jamais on arrive au chef de bande qui organise tout, qui dirige tout, qui décrète tout. Lui, on ne le touche pas. Et donc, et ça, c'est son génie. Il a réussi à mettre dans la tête des Congolais qu'il est la solution, alors même que je me tue à vous dire c'est lui le problème, en fait. Souvent, on me demande, mais pourquoi ça ne marche pas, même si on change de ministre? J'ai dit, mais parce que ce n'est pas le ministre le problème. Le problème, c'est le président de la République. Dans des pays où c'est le ministre le problème, on le change et puis on remplace un autre ministre et on sent que les choses marchent. Mais chez nous, le problème, ce n'est pas... Évidemment, c'est le président.
bien plus naïf que celui qui croit que finalement ce sont les autres qui sont incompétents. Ce n'est pas Denis Sassou Nguesso, franchement. C'est quand même terrible après avoir observé le monsieur depuis pratiquement 40 ans. Tout le monde sait que généralement, il a changé quand même plus d'un millier de gouvernements. Ça n'a jamais marché. Ça veut dire que le problème, en fait, c'est lui-même, Sassou Nguesso. Alors, dans son audio, évidemment, les propos mis en ligne, Idever Moani, c'est comme ça qu'on l'appelle, a aussi alerté sur des événements tragiques qui pourraient évidemment surgir bientôt là. Et ici, je mets en parallèle avec certains audios aussi qui circulent sur la toile, qui parlent des Rwandais qui, je ne sais pas s'ils sont déjà sur le terrain, qui ont été envoyés ou qui seront bientôt envoyés dans le pool. Et là, il y a des jeunes qui commencent déjà à se préparer. Ben, eux aussi envoient des audios pour dire, ben, écoutez, nous sommes là, on les attend. S'ils arrivent, voilà, ça va probablement mal se passer. Est-ce que c'est ce dont Tidever Moini faisait état, ou bien lui, il est dans une autre logique où on sait bien que lorsqu'on arrive c'est-à-dire, quand on s'approche des échéances électorales, il y a généralement des troubles que Denis Sassou Nguesso crée, évidemment pour bien tricher et puis, bon, voilà, désorienter l'attention de la communauté internationale et des Congolais. Il crée toujours des conflits comme ça, soit c'est une guerre, soit, voilà. Est-ce que c'est dans cette logique-là, ou bien les événements annoncés sont bien entendu ceux qui pourront arriver dès que les Rwandais vont entrer? Et là, c'est la question que je posais d'ailleurs au professeur Félix Bakunda Pelé ici. Est-ce que ce n'est pas une provocation que d'aller placer, implanter finalement, disons placer des Rwandais dans le pool? Et pourquoi dans le pool? Quelqu'un disait, mais pourquoi il ne les place pas chez lui là-bas, là où il est en train de développer, puisqu'il veut développer Oyo, qu'il n'a qu'à les emmener par exemple à Oyo pour aller faire l'agriculture? Toutes les hypothèses que vous faites se valent. Après, il faut savoir que le Rwanda a un grand contentieux avec la RDC. Hein. On est même, si on écoute que les présidents des deux pays, on serait même au bord d'une guerre ouverte entre le Rwanda et entre Kigali et Kinshasa. Après, il faut savoir que le Pool est un des départements, si on enlève la partie nord du pays, au sud, sauf la Bouenza, peut-être un peu vers le Kwilu, Matadi, le Pool a une longue frontière terrestre avec la RDC. C'est-à-dire que pour entrer en RDC, vous ne traversez même pas un cours d'eau, puisque après Brazzaville, quand vous êtes au sud de Brazzaville, après, bon, vers le Bas-Congo, le fleuve entre en territoire RDC, et donc, entre le Congo et la RDC, ce sont des ruelles. Hein. Prenez l'exemple de la rue Bomitaba ou de la rue Zanaga ou encore de l'avenue Lénine. D'un côté, vous avez le Congo-Brazza, de l'autre, vous avez le Congo-Kinshasa. Or, on veut installer les Rwandais dans le pool. Ça veut dire qu'on veut, une fois de plus, mettre les Rwandais en face de Kinshasa. Alors, comment Kinshasa va réagir face à ça? Il faut savoir qu'en politique internationale, le pays qui vous attaque n'a pas forcément tort. Et d'ailleurs, c'est la rhétorique de Poutine. La rhétorique de Poutine en politique internationale, ça tient. Les Américains veulent s'installer en Ukraine. Je suspecte les Américains d'installer déjà des laboratoires, les armes et autres. Pour ne pas les laisser l'avantage, j'agresse l'Ukraine. Alors ça, prenez n'importe quel étudiant en politique internationale, cette hypothèse passe. Et il y a un autre principe, pendant que vous dites ça, il y a un autre principe qui dit lorsqu'une guerre est imminente, mieux vaut la démarrer le premier. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, lorsque vous prévoyez de faire des exercices militaires dans le fleuve Congo, si c'est Kinshasa qui le fait, il faut que Brazzaville soit informé. Si c'est Brazzaville qui le fait, il faut que Kinshasa soit informé. Même si vous êtes au bord du fleuve, si Kinshasa se rend compte que vous avez amassé 1000, 2000, 10 000 militaires et vous êtes en train de monter sur les Zodiacs et ainsi de suite, lourdement armés, pour vous, c'est un exercice militaire. Mais si vous n'avez pas informé Kinshasa, mais vous prenez une salve de roquettes et puis vous mourrez tous. En fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Brazzaville va dire, Kinshasa nous a attaqué. Kinshasa va dire non, nous avons attaqué parce qu'on a bien vu qu'il s'apprêtait à venir. Mais ça, c'est la politique, la diplomatie, c'est ça.
vous ne pouvez plus faire les choses seulement parce que vous êtes envie de le faire. Donc, Brazzaville n'est pas censé ignorer qu'il y a une tension entre Kigali et Kinshasa. Si Brazzaville et Kinshasa dit à chaque fois que ceux qu'on veut installer comme agriculteurs, ce sont des soldats et je ne les veux pas à ma frontière. C'est ça. Et donc, puisque vous les installez, demain, ça peut donner prétexte à Kinshasa de descendre vers le pôle, c'est-à-dire que d'occuper le pôle si Kinshasa on a les moyens. Maintenant, pour les populations, il faut savoir qu'un gouvernement n'a pas le droit de mettre en place les conditions d'insécurité de son peuple. Le gouvernement protège son peuple. Et dès lors que vous dites qu'il y a des jeunes qui s'excitent et qui disent on attend ces Rwandais-là, il faut que le gouvernement de Brazzaville nous dise quel est son intérêt d'insister sur l'installation des Rwandais dans certaines zones du Congo. Que ce soit Oyo, hein. Oyo c'est le Congo, hein. Attention, hein. Ce n'est pas plus normal pour que les Rwandais prennent Oyo ou la Likwala au détriment du Poul ou du Niari. Non, les 342 000 km² est un territoire inaliénable. Le territoire national est inaliénable en droit. Quiconque tente d'aliéner le territoire national, soit-il le président de la République, commet une haute trahison et donc passible d'être arrêté et traduit devant la justice. Et donc, cette histoire des Rwandais qu'on veut forcément installer en République du Congo, alors même que les Congolais n'ont pas de travail, en plus, il faut savoir que, M. Perrin, lorsque vous avez cette insécurité croissante, lorsque vous avez des problèmes d'emploi, lorsque vous avez des problèmes de logement, on ne fait pas venir les immigrés. Regardez vous-même la politique d'immigration en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. On le déplore. Les propos tenus par le président tunisien sont des propos déplorables, mais regardez les conséquences. Dès lors qu'il a dit, les Sud-Sahariens veulent occuper notre pays, le grand remplacement. Vous avez vu évidemment, mais c'est un peu l'hypothèse soutenue par les jeunes du Poul qui disent, écoutez, nous on avait un projet d'agriculture, on a fait le projet, on a transmis, depuis là on attend des années et des années, on nous avait promis qu'on devrait financer ces projets, jamais financés, nous avons des terres ici que nous cultivons. Comment expliquer qu'on aille nous chercher des Rwandais qui viendront faire l'agriculture là où nous-mêmes nous avons déjà manifesté l'envie de faire l'agriculture. Et c'est là qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. De grand remplacement. C'est la théorie du grand remplacement. Si le pouvoir persiste, ça veut dire que le pouvoir est dans une logique de grand remplacement et c'est criminel. C'est criminel. Donc, comment pouvez-vous qualifier ce pouvoir qui, au détriment de son propre peuple, va chercher les étrangers pour pousser son... Alors, donc, les gens du Poul, nos frères, nos parents du Poul, nous qui sommes du Poul, nous allons devenir quoi? Des apatrides. Les personnes ont envie d'être apatrides. Le Rwanda a sa terre. Les Rwandais peuvent bien vivre chez eux. Maintenant, si les Rwandais veulent investir au Congo, vous savez, quand vous êtes un étranger et que vous voulez investir dans un pays, vous apportez le grand capital. Vous n'apportez pas le capital pour faire des beignets et de l'arachide grillé. Non, vous apportez le grand capital, c'est-à-dire vous venez pour créer de l'emploi. Si Sassou fait venir des Rwandais pour faire de l'agriculture avec des houes, c'est qu'il n'a rien compris de la fonction présidentielle. Il n'a rien compris. Prenez les États-Unis, prenez la France, prenez la Chine. Si vous dites que moi, je vais investir en Chine et vous dites au gouvernement chinois que je vais ouvrir une boutique où je vendrai des chaussures avec que ma femme, mais vous n'allez pas ouvrir une boutique en Chine, même pas en France. Mais par contre, si vous dites que je viens faire de l'investissement dans l'agriculture et je peux créer 250 emplois, ah oui, là, vous créez de l'emploi, donc vous créez de la plus-value. Parce que 250 emplois, ça peut être l'équivalent des 250 emplois, priorité aux nationaux, bien entendu, parce que... mais bien sûr, mais quand on dit ça, c'est aux nationaux, avec transfert de technologie. Avec bien entendu, bien entendu. Donc, il y a une méthodologie de travail qu'on ne voit pas, mais vous savez, deux fois même, hein, je ne sais pas quel est l'intérêt du pouvoir de mettre les Congolais dans le fantasme du Rwandais qui va venir occuper notre terre. Je vous dis encore, le problème de Sassou, c'est qu'il est dans une réécriture dangereuse de l'histoire du Congo. Il est en train de brouiller toutes les pistes. Mais vous m'avez posé la question, mais c'est quoi son problème? Mais je vous ai toujours dit à chaque fois que je suis venu, vous m'avez invité, il déteste les Congolais et le Congo. Ça, retenez-le une bonne fois pour toutes. Ce monsieur déteste, mais à un point où, oui,
voilà. Je vous ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe dans des quartiers nord fiefs du pouvoir, d'un mécontentement généralisé des jeunes. Attention, le changement viendra peut-être de là. Et c'est étonnant, je reçois sur les réseaux sociaux une photo de jeunes du PCT qui demandent in fine les 14 000 milliards. Mais oui, donc les sorties de Mourani, c'est ça, M. Perrin. À un moment donné, la vérité est têtue. Elle finit par triompher. C'est comment on appelle, Kofi Olomide qui disait, le mensonge a pris l'ascenseur, la vérité a pris l'escalier, mais va arriver. Va arriver, voilà. Et donc, vous voyez que le PCT a tellement nié ce problème, mais ce sont les jeunes du PCT qui disent, ah non, l'avenir, c'est nous. C'est nous l'avenir. L'argent des générations futures, mais nous, les générations futures, nous sommes là. Eh bien, et vous, ils ont même écrit, voleurs, remettez-nous les 14 000 milliards. Maintenant, occupez-vous. Mais c'est ça. Oui, mais c'est l'occasion de rappeler cela, comment on appelle, Okonga Kala, qui continue dans son petit théâtre. Il venait de recevoir, je crois, je sais pas, 21 agents des douanes. Suite aux crimes économiques commis au préjudice de l'État congolais dans le domaine des douanes courant septembre 2023, une enquête de flagrance a été ouverte par les services de la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville. Au terme de cette enquête, 21 personnes présumées auteurs des faits viennent d'être déférées à mon parquet ce jour 18 mars 2024. Au regard de la sensibilité et de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé, suivant la procédure de crime flagrant, d'engager des poursuites contre ces personnes pour les faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, intrusion frauduleuse dans un système informatique, faits prévus et punis par les articles 147, 148 du Code pénal, 42 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption. Alors qu'il y a des grands sujets ici, les 14 000 milliards dont tout le monde parle, qui ont été détournés par Sassou Nguesso, et c'est connu, lui et son fils, qui ont déplacé cet argent vers des destinations inconnues. Pourquoi est-ce que Okonga Kala ne s'intéresse pas à ce gros dossier? Mais ne vous inquiétez pas, M. Perrin. Dans les sciences sociales, il faut laisser le temps au temps. Vous savez, cette pancarte des jeunes du PCT qui réclament les 14 000 milliards, ça m'a fait plaisir, mais en même temps, pour moi, ce n'était pas un étonnement. Lorsque je vous ai parlé des jeunes du lycée Thomas Sankara, les jeunes du lycée 5 février, ce qu'ils posent comme acte, même dans leur propre famille, on revient encore au sujet du député Mourani, d'où les sorties de pistes. Dans beaucoup de forums, vous avez de plus en plus de gens qui parlent en boshi, qui alternent avec le lingala et le français, qui font des sorties de pistes, qui demandent la mise à la retraite de Ndengue, qui demandent de limoger Zéphirin Boulou. Mais je ne vous parle pas des militants de l'UPADS ou des militants de RDD. Hein. Non, ils vous disent bien, je suis militant du PCT ou je suis telle personne, je pense, voilà. Et donc, à un moment donné, ces gens qu'on dit du PCT, mais c'est des Congolais comme vous et moi. Mais vous croyez que la catastrophe du 12 mars du 4 mars 2012, les balles ont choisi les tribus? Les balles ont choisi, les explosifs ont choisi des... Non. Les gens qu'on est en train de déguerpir autour des 2 tours jumelles qu'ils viennent de construire. Mais ils sont qui si ce ne sont pas ceux qui votent pour le PCT? Donc, le mécontentement... Là-bas, vous allez loin, parce que lorsqu'il n'y a pas l'eau à Brazzaville ou à Pointe-Noire, c'est tout le monde, ça n'a jamais choisi. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est partout. Et une fois, j'ai vu même des soldats, des militaires, j'étais encore à Brazzaville, avec leurs bayous, venir prendre de l'eau au palais du Parlement avec des bidons jaunes, des militaires. En fait, je vais vous dire, il y a une théorie des sciences sociales qu'on appelle les problèmes globaux. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait monter les partis écologiques, hein, ce qu'on appelle les Verts. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment de changement climatique au point où, lorsqu'on parle que le Rhin déborde,
ce n'est pas seulement dans un pays. C'est bien tous les riverains, tous les pays riverains. Lorsqu'on parle de catastrophes naturelles, eh bien, il y a cette théorie de l'effet papillon qui dit que le battement des ailes d'un papillon au Japon peut créer un tsunami au Chili. Et donc, les problèmes globaux ont fait que dans beaucoup de pays, on a dit, attention, on ne peut plus être seulement entre nous. Il faut qu'on règle les problèmes tous ensemble pour le bien-être collectif. Et c'est ça qui se passe chez nous aujourd'hui. Quand vous regardez qu'au PCT, on commence à demander les 14 000 milliards, on commence même à regarder comment au nord de Brazzaville, les gens parlent des coupures d'électricité. Je pense qu'il y a même les jeunes du nord de Brazzaville qui ont fait une très belle chanson au directeur de la société d'électricité. Et puis, quand on parle des inondations, ils perdent aussi leurs affaires comme tout le monde au Congo. Et donc, ces problèmes globaux à tous les Congolais, eh ben, ça va faire que même dans leur milieu, même dans leur famille, les gens commencent à grincer des dents. Moi, je vous dis, j'entends des audios embauchés où on dit Bere Kondiamuro Susu, c'est-à-dire dans le pouvoir, surtout après le voyage d'Abu Dhabi, où le président arrive, personne ne l'attendait. Là, les jeunes Mboshi étaient mais furieux. Mais vraiment furieux. Allez, c'est bon, on arrête. Tous ces gens-là qui partent à la retraite, qu'ils nous laissent, nous les jeunes, diriger. Ils ont même dit, il n'y a pas une femme Mboshi qui peut être à la place de Françoise Joly. Ben voilà, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs Congolaises qui peuvent prendre cette place avec un gros salaire de l'ordre de 100 millions de francs CFA par mois. C'est beaucoup de Swanké ou de Makoti Poko qui ont étudié. Pourquoi nous faire venir une Rwandaise? Parce qu'elle a étudié quoi plus que ces jeunes dames qu'on a vues qui sont même à Marengwabi, qui enseignent à Marengwabi. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Merci Didier Mouni-Volo. Je vais vous laisser conclure sur cette question. Quel message finalement envoyer aux Congolais, sachant que sur place, les éléments, les ingrédients sont en train d'être mis au plat, j'allais dire, pour une situation que tout le monde est en train de redouter maintenant. Et pourtant, Idever Moigny l'a déjà annoncé, parce que là, on a l'impression qu'on va déjà vers une autre catastrophe. Quel message envoyer aux Congolais? Mais le premier message que je peux envoyer aux Congolais, c'est un message d'unité. Dans ce que dit M. Mourani, moi, ce que je peux retenir, c'est peut-être l'hypothèse d'un fin de règne. Évidemment, le président Sassou est d'un certain âge, ils sont plus nombreux au Congo aujourd'hui, c'est un être humain, c'est un organisme vivant, donc à un moment donné, son jour viendra. Donc, je demande aux Congolais, maintenant que la jeunesse a compris, quand vous voyez les pancartes du PCT, des jeunes du PCT, quand vous voyez les revendications très fermes des jeunes du PCT, je pense qu'ils ont compris, et donc l'avenir d'un enfant congolais de Bétou, de Pointe-Noire, de Djambala, de Wesso, de Kakamweka, de Makoti Poko, de Zanaga, ça reste un avenir à construire. Et donc, il faut que les Congolais se mettent ensemble, travaillent ensemble pour aller vers cette fameuse révolution du fleuve qu'on appelle de tout neveu. Cette révolution ne réussira que si les Congolais sont unis, si la jeunesse congolaise est unie pour son avenir, pour ses intérêts, pas pour les intérêts des personnes. Nous venons de démontrer ici que tout ce qui se passe aujourd'hui au cœur du pouvoir, ce sont des intérêts familiaux et partisans. Demain, nous irons vers les intérêts nationaux et collectifs, de sorte que chaque enfant congolais puisse avoir l'eau, l'électricité, puisse étudier décemment, puisse avoir un avenir. Donc, je demande aux Congolais en général de ne pas avoir peur. On a parlé de l'Église, que l'Église joue son rôle de défense des plus fragiles, défense et protection des plus fragiles, de condamner le comportement du pouvoir, de sorte que le pouvoir puisse soit changer, soit partir. Voilà le message que j'ai envie de lancer aux Congolais, mais c'est aussi un message d'espoir. Quand on voit toutes ces agitations autour du pouvoir, autour du PCT, en tout cas les dignitaires, pas les pauvres gens qui souffrent, on voit bien qu'ils sont en fin de règne et donc ils s'agitent de manière à essayer de conserver leur bout de pain. Mais lorsque l'heure que Dieu vous a donnée est arrivée, vous partez et vous laissez la place à d'autres. Et je pense que la jeunesse du PCT l'a compris et la jeunesse du PCT veut être du bon côté de l'histoire. Pour qu'on ne dise pas que vous, jeunesse du PCT, vous saviez, vous n'avez rien fait. Et donc là, ils commencent à faire le travail. On va leur laisser le temps, lentement mais sûrement, ils vont participer à la construction de ce pays parce qu'ils sont d'abord et avant tout aussi des Congolais.
Merci Didier Mouni. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir Merci à été vous. disponible. Mesdames, Messieurs, des petits gestes qu'il ne faut jamais oublier, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci.